Rouge, couleur passion, je suis le peintre de tes saisons. Ah, la couleur rouge, comme le chantait Mario Pelcha, évoque aujourd'hui la passion, le rouge à lèvres et les extincteurs. Mais comme toute chose, le rouge a sa propre histoire. Elle n'est pas récente. Oh non, non, loin de là. Le rouge, ça serait la première couleur qui a été créée par l'être humain il y a plus de 30 000 ans. On s'en habille, on s'enfarde, on le ritualise depuis des siècles. Le rouge, cependant, il vient pas seul. Dans la culture occidentale, son histoire est liée au noir et au blanc, avec lesquels il forme une trilogie symbolique. Le rouge s'oppose au bleu sur le plan de la popularité et au vert en matière de chromatique. Quant au jaune, il lui est apparenté par le roux. Et on a là les 6 couleurs de base de la culture occidentale. Bon, je vous entends dire, là, Laurent, il existe tellement d'autres couleurs, comme par exemple le rose, l'orange et le brun. Oui, mais tout part vraiment de ces 6 couleurs-là, avec le classement d'Aristote en 300 avant notre ère. Les autres, disons que ce sont des produits dérivés. Ouais. Avant d'aller plus loin, merci à Geneviève C. Bergeron qui a rédigé la présente vidéo. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, il faut absolument lire le livre du grand historien des couleurs, Michel Pastoureau, Source essentielle. Mais vous allez aussi trouver toute la bibliographie qui se retrouve en description, juste ici. Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, on commence une série sur l'histoire des 6 couleurs de base en Occident, avec le rouge du sang, du feu et aussi des souliers de Dorothée. Rouge, couleur passion, je suis le peintre de tes saisons. La perception des couleurs est plus qu'un fait biologique ou neurologique. C'est une construction culturelle et sociale. Les couleurs sont portées par l'imagination. Elles créent des émotions, nous lient les uns aux autres. Juste à penser aux drapeaux nationaux, là. Retracer l'histoire d'une couleur, c'est aussi suivre l'évolution de sa symbolique et de sa présence dans la culture matérielle, notamment parce qu'il y a plein d'autres aspects qu'on pourrait regarder. Mais commençons par le commencement. Le terme rouge, ça vient d'où? Eh bien, ça vient du latin ruber et rubeus. Mais un mot comme coloratus en latin ou colorado en espagnol veulent dire autant coloré que rouge. En raison de son éclat, il est également associé au beau, à l'apparat. Et contrairement à la majorité des couleurs dont il va être question dans cette série-là, il se décline en une variété d'autres mots permettant de la nuancer. Par exemple, roséus pour qualifier les joues d'une jolie femme ou rubicondus pour le teint rubicond d'un homme. Et c'est sans parler des termes qui l'évoquent comme écarlate, carmin, vermeil, cramoisi, grenat, bordeaux, lit de vin, etc. parce qu'il y en a tout plein. Le rouge serait le premier pigment conçu par les femmes et les hommes de la préhistoire, il y a au moins 32 000 ans. Des grottes comme celle de Chauvet et Lascaux en France présentent des œuvres dominées par des variations de rouge. Pour fabriquer le rouge, les gens de la préhistoire utilisent l'hématite, aussi appelé ocre, un minerai de fer qu'ils doivent extraire, transformer et mélanger avec des liants. Ça donne des peintures qui ont traversé quelques millénaires. On peut aussi supposer que le rouge appliqué sur des parois l'a d'abord été sur les corps. Ainsi naît le maquillage. D'ailleurs, je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus, vous irez les voir. Dans ces vidéos-là, vous allez voir que le rouge est présent dans les cosmétiques depuis l'Antiquité. Encore aujourd'hui, la popularité du rouge à lèvres ne se dément pas. Côté teinture, on maîtrise aussi très tôt les colorants, permettant de donner de beaux tons de rouge, avant toute autre couleur, bien sûr. Les plus anciens artefacts de tissu trouvés à ce jour datent du 3e millénaire avant notre ère. Eux, ils sont teints, vous l'avez deviné, en rouge. Le recours à différentes techniques de mordançage, comme l'urine fermentée et l'alun, permettent d'obtenir une variété de nuances vives qui tiennent et ne se décolorent pas. Les matières colorantes les plus utilisées dès l'Antiquité sont la garance et le kermès. La garance, c'est une plante dont on récolte la racine, qui est séchée puis broyée. Sa culture est plus facile, donc plus accessible à tous. Le kermès, pour sa part, provient du corps desséché d'un insecte. On récolte la femelle sur des feuilles d'arbre lorsqu'elle est sur le point de pondre. Une fois exposée aux vapeurs de vinaigre, séchée au soleil et écrasée, on en extrait un liquide rouge qui sert de teinture. Et
ça en prend beaucoup, beaucoup de ces petits insectes-là pour obtenir suffisamment de teinture. D'où le prix exorbitant des tissus teints aux kermesses que l'on réserve aux grandes occasions. Bientôt, avec les explorations européennes en Amérique, la cochenille prisée par les Aztèques et les Incas supplante le kermès. Le pourpre, mis en avant par la mode romaine, vient s'ajouter au palmarès des matières colorantes les plus populaires. Son extraction est également complexe. Le pourpre provient de mollusques qui libèrent un liquide en mourant, qu'on recueille et qui subit diverses transformations. C'est la teinture des empereurs et des dieux, parce que oui, on habillait les statues. Au Moyen Âge, avec la naissance des corporations, les teinturiers de rouge sont autorisés uniquement à teindre en rouge, en jaune et en blanc, pas en bleu, en vert ou en noir, parce que seuls les teinturiers de bleu sont autorisés à le faire. Le rouge et le bleu sont des couleurs différentes et les mélanges sont interdits. Symboliquement, le rouge est associé au sang et au feu, élément ultime de la vie. C'est normalement pour cette raison que la présence du rouge, plus que toute autre couleur, est attestée dès la préhistoire. Bon, certes, là, on retrouve une foule de couleurs dans la nature, mais aucune avec ce pouvoir symbolique aussi fort et universel. Les mythes et les rituels liés au sang et au feu sont innombrables. Le rouge est effectivement la couleur du sang chez les vertébrés. C'est incontestable, mais le feu, il y a du bleu, du blanc, du jaune et de l'orange quand on regarde les flammes. Non? Ben oui! L'association avec le rouge vient probablement du fait que le feu, pour les sociétés primaires, c'est la vie. Et sa domestication a fait naître la civilisation. Les Grecs et les Romains raffolent des contrastes colorés, autant dans les vêtements que dans leur environnement. Oubliez les temples blancs, les statues blanches telles qu'on les voit aujourd'hui. Non! Le temps et les éléments ont fait leur œuvre en les décolorant. Mais durant l'Antiquité, la couleur règne et le rouge se démarque par sa forte présence. Rome n'est pas une ville blanche, mais plutôt une ville rouge. Même la décoration intérieure et la joaillerie misent sur le rouge. Une des nuances préférées, le rouge crête de coq. La chrétienté va reprendre la symbolique du sang et du feu pour articuler son univers manichéen. Le sang du Christ et celui du crime, le feu de la Pentecôte et celui de l'enfer. D'ailleurs, le sang du Christ va faire l'objet d'une grande dévotion. Dès le 12e siècle, des églises comme le Saint-Sang à Bruges conservent des reliques de ce sang. Les croisés, dès la première croisade à la fin du 11e siècle, portent une croix rouge rappelant le sang du Christ. La liturgie à partir du 13e siècle met de l'avant la transsubstantiation, soit la transformation du pain et du vin en corps et sang du Christ lors de l'Eucharistie. La couleur rouge et la robe des cardinaux et certains éléments vestimentaires du pape sont également un rappel du précieux sang. Certaines fêtes religieuses sont célébrées en rouge, comme la Pentecôte et les fêtes de martyrs. Au cours du Moyen Âge, le pouvoir se pare de rouge. Charlemagne et ses successeurs se font sacrer empereurs drapés de rouge. Le manteau rouge fait partie des attributs impériaux, au même titre que le sceptre et le globe. D'autres monarques européens adoptent aussi cette couleur-là. C'est seulement à partir de Philippe Auguste, en 1179, que les rois de France vont lui préférer le bleu. Il n'en demeure pas moins que le rouge est la couleur du pouvoir. Même les gens qui occupent des fonctions de pouvoir déléguées, comme des juges, mais aussi les bourreaux, vont se vêtir de rouge. Le châtiment se marque au fer rouge. Voilà pourquoi les professeurs ont longtemps corrigé à l'encre rouge. Ben oui, c'est la couleur de la correction. En héraldique, le rouge se dit gueule. C'est la couleur la plus utilisée par la noblesse dans ses armoiries jusqu'au milieu du 14e siècle. 60% contiennent du gueule, mais interdit de mélanger avec du noir, qui rappelle à la fois les ténèbres et l'enfer. Et ce, même en France, où le roi lui préfère déjà le bleu. Parmi les fiers chevaliers à arborer le gueule, mentionnons Perceval, personnage du cycle arthurien dont l'écu est de gueule plein, tout rouge. C'est une couleur qui est virile, qui symbolise le courage et la puissance de celui qu'il porte. Un vrai dieu, Mars, une couleur guerrière. Mais dans ce cas, d'où vient la symbolique de l'amour,
de la passion et de la séduction qu'on associe aujourd'hui au rouge. Ça vient d'où? J'y arrive. Le rouge viril du Moyen Âge est également le rouge de la grâce féminine. Dans les romans de chevalerie, la beauté des femmes est définie par l'éclat du teint, des yeux, mais aussi des lèvres qui sont bien rouges. Entre ce rouge plein de promesses d'amour courtois et le rouge de Marie-Madeleine, l'iconographie médiévale représente la dualité du rouge. L'amour pur, l'amour charnel. Le rouge a connu des heures de gloire pendant quelques siècles. Toutefois, sa domination prend fin avec l'avènement du bleu. Entre la fin du 12e et le début du 13e siècle, les techniques tinctoriales et le culte marial font pencher la balance en faveur du bleu. Mais ça, je vais vous en parler dans une autre vidéo. En réponse à la popularité grandissante du bleu, les marchands de garance et les teinturiers de rouge voire rouge, c'est le cas de le dire, et vont même jusqu'à commanditer vitraux et toiles représentant le diable en bleu. Ouais, parce que le bleu, c'est l'ennemi, pour eux du moins. Mais le pire ennemi du rouge vient de la réforme protestante au 16e siècle. De luxueux et prestigieux qu'il était, le rouge devient indécent et dépravé. Les protestants privilégient le noir, le gris et le blanc, autant pour les vêtements que pour la décoration intérieure, qui est dépouillée. C'est la fin des vitraux et des riches décors des églises. Ils marquent leur opposition à la polychromie papiste, en choisissant des couleurs modestes et sobres. La contre-réforme catholique ira dans le même sens avec ses dévots. Au 17e siècle, c'est plutôt la science qui révolutionne le monde de la couleur. Alors que le classement d'Aristote sert de référence depuis quelques siècles, blanc, jaune, rouge, vert, bleu et noir, dans cet ordre, voilà que Isaac Newton et sa découverte du spectre viennent changer l'ordre des couleurs en 1666. Alors que le rouge occupait une place centrale, il se retrouve à une extrémité du spectre. C'est seulement au 19e siècle que les artistes le classent parmi les couleurs primaires, avec le bleu et le jaune. Autre innovation. Au 18e siècle rococo, c'est définitivement le bleu qui supplante le rouge. Et on voit monter en popularité une couleur dérivée du rouge, le rose. C'est Madame de Pompadour, maîtresse royale, qui contribue à répandre la mode du rose. Pendant longtemps, on nomme cette couleur-là incarnat, en référence à l'incarnation de la peau. C'est seulement au 19e siècle que le rose prend le nom qu'on lui connaît aujourd'hui. Pourquoi? Le rose, qui est rose, est inconnu durant l'Antiquité et le Moyen Âge. Ça prendra un long travail d'hybridation pour en arriver à une teinte rosée qui deviendra commune. Et attention là, le rose est une couleur non genrée avant le 20e siècle. Il habille autant les hommes que les femmes pendant plusieurs décennies. C'est notamment l'émergence de la société de consommation après la Seconde Guerre mondiale et la commercialisation de la poupée Barbie qui vont féminiser cette couleur-là. Le rouge se mêle aussi de politique. Le rouge des révolutions commence par le bonnet de la Révolution française à la fin du 18e siècle. Ce bonnet-là, le bonnet phrygien. Au cours du 19e siècle, le rouge devient la couleur des peuples occidentaux en révolte contre les monarchies. Le rouge socialiste, le rouge communiste, le rouge devient une idéologie. Les carrés rouges, au début des années 2010, au Québec, un mouvement étudiant très important, sont de cette lignée. Et maintenant, en rafale, quelques curiosités à propos du rouge. Le jeu d'échecs, lors de son introduction en Europe vers l'an 1000, comprenait des pièces rouges s'opposant aux pièces noires. Comme l'héraldique interdit de mélanger le rouge et le noir, ce sera le blanc qui affrontera le rouge. Puis, vers le 15e siècle, on passe au jeu actuel avec des pièces blanches contre des pièces noires. Les fameux talons rouges des aristocrates de Versailles, popularisés dans les années 1670, vont gagner toutes les cours d'Europe. L'expression est restée jusqu'au 19e siècle pour désigner l'aristocratie et les nouveaux riches. Et pensons aussi de ce côté-là aux fameuses chaussures Louboutin, avec sa semelle rouge. Il était de coutume pour les jeunes filles de se marier en rouge jusqu'à la fin du 19e siècle, où le blanc va devenir la norme. Leurs plus beaux vêtements étaient souvent de la couleur rouge, normal de le porter pour les grandes occasions. Le petit chaperon rouge portait cette couleur-là parce qu'il était d'usage en campagne d'habiller les enfants d'un morceau de vêtement rouge, afin de les surveiller, ou parce que c'était le jour de la Pentecôte, jour liturgique
associé au rouge. Le choix du rouge pour distinguer l'armée britannique remonterait aux années 1640, ce qui aurait valu aux soldats le surnom de « tunique rouge ». C'est avec l'abandon du pantalon garance des poilus de la Première Guerre mondiale que le rouge viril et martial quitte la garde-robe masculine. Le premier rouge à lèvres indélébile est inventé en 1927. Son nom, le rouge baiser. L'habitude de dérouler le tapis rouge pour accueillir un invité nous vient de l'Antiquité. Les Oscars l'adoptent en 1961 et le Festival de Cannes en 1984. Le rouge signalétique, de l'interdit et du danger, nous vient du monde maritime, qui lui-même est inspiré de l'héraldique. Bien que la signalisation routière puisse différer d'un pays à l'autre, le code couleur comprenant le vert et le jaune fait consensus et est universel, aujourd'hui disons. Le rouge est également associé aux menstruations. J'ai fait une vidéo complète là-dessus, vous irez la voir. Le sang menstruel a longtemps été considéré et l'est encore aujourd'hui parfois comme impur, voire un châtiment infligé aux femmes pour le péché original. Des mouvements comme Free the Periods ont pour but de déstigmatiser les menstruations. La compagnie Pantone y est allée de son clin d'œil en 2020 en mettant de l'avant la couleur Period. Ainsi se termine ce premier épisode sur la couleur de base de la culture occidentale. On va couvrir dans les prochains épisodes l'histoire du bleu, du noir, du blanc, du jaune et du vert. En attendant, merci à Geneviève C. Bergeron qui a rédigé la présente vidéo. Et merci à Will qui l'a montée. Allez voir la chaîne de Dead Will, c'est passionnant. Allez, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye!